Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue sur Chef. Merci. Antoine, tu es le Chief Ecosystem Officer de chez AXA Climate et de la Butterfly School. Tu es un chef d'entreprise, plus largement un homme engagé pour construire un monde plus vertueux, notamment grâce au pouvoir de la transformation de nos entreprises et de nos économies. Et c'est précisément sur ce sujet que j'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui. Pour nos auditeurs et nos auditrices, j'aimerais aussi reposer un peu le cadre de cet échange, car on s'est rencontrés pour la première fois il y a plusieurs mois, et notre rencontre a généré un déclic chez moi et a déclenché plusieurs actions, puisque je suis dans une quête de mieux comprendre comment je peux avoir un impact positif sur le monde en tant que chef d'entreprise. Et grâce à toi, je me suis mise en action de 2 manières. La première action, c'est que avant notre échange, j'entendais parler des principes du vivant, parfois de loin, parfois de près, mais j'avais surtout l'impression que ça ne concernait pas vraiment le monde de l'entreprise, parce que j'entendais parler de ces principes par des gens engagés, beaucoup dans l'environnement, parfois avec des positions d'entreprise un peu à la marge. Et donc, je voyais ça pas comme très efficace au sein de l'entreprise, un peu comme un truc d'écolo. Et quand tu m'en as parlé, ça a résonné plus fort. Et puis on m'en a reparlé derrière et mon regard avait changé depuis notre échange. Et sans savoir vraiment exactement ce que tu m'as dit, mais ça m'a inspiré. Donc je te remercie pour ça. Merci beaucoup et ça me touche beaucoup. Et il y a un côté magique, non rationnel à ce que tu as exprimé et qui me touche d'autant plus. Et donc j'ai pris le temps de creuser ces sujets-là. On a d'ailleurs dû décaler notre enregistrement qui devait avoir lieu plutôt cet été pour que je prenne le temps de creuser ces sujets et notamment de suivre la Butterfly School pour apprendre des choses plus concrètes sur le vivant appliquées à l'entreprise. C'est aussi ces sujets-là que j'ai envie, bien sûr, que tu partages avec nous aujourd'hui. Donc cet épisode, en fait, j'ai envie qu'on le tourne autour de comment on peut créer un monde de l'entreprise qui soit plus vertueux, qui soit plus optimiste, plus humaniste et plus régénératif, puisque c'est quand même ça dont il s'agit. Donc voilà, merci vraiment pour ce déclic. Pour démarrer, Antoine, j'ai une question rituelle sur Chef que je pose à tous mes invités. C'est quel chef es-tu ?
Oh là, c'est une question difficile pour démarrer. Et tu parlais de cadre à mettre à l'échange qu'on a. Et de mon côté aussi, c'est un cadre d'humilité. Parce que je pense que sur ce sujet comme ça, on va apporter plus des questions que des réponses. Et c'est chouette. Et c'est comme ça que ça marche. Et donc, je me dis qu'on aura réussi si on n'a pas donné des bonnes pratiques à celles et ceux qui nous entourent, mais qu'on a donné envie à celles et ceux qui vont écouter de faire l'expérience de quelque chose, de cette paire de lunettes différentes. Donc, beaucoup d'humilité de mon côté aussi en entamant l'échange. Quel chef je suis ? Un chef avec plein de défauts, plein de biais, évidemment plein de vulnérabilités. On va dire un chef, en tout cas, qui a réussi à discerner et qui a beaucoup de gratitude pour ça, surtout ces dernières années, ce à quoi il voulait contribuer. Et ça change tout. Et donc, il y a 4-5 ans, j'ai compris que le chef que je voulais être, à l'époque, c'était un chef qui allait veiller à créer un cadre d'épanouissement tout autour pour les hommes et les femmes avec qui je travaillais. Et donc, la mission de vie que je m'étais écrite à l'époque, c'était en 2018, c'était de réduire la souffrance dans le monde du travail. Et puis, après, ça, c'était le début d'AXA Climate. Et ce qui est génial, c'est que l'AXA Climate m'a permis d'être probablement un chef différent au fil du temps. Et le chef que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, en fait, il a envie de remettre de la vie dans les organisations maintenant. Et c'est à ça qu'il a envie de contribuer. Donc, un chef qui se connaît un peu mieux et qui a intégré le fait qu'il fallait servir quelque chose de plus grand que lui. Et Dieu sait si ça prend du temps d'arriver à ce discernement. Ça donne de la force, ça fait baisser la charge mentale qu'on a sur les épaules, mais ça prend du temps. Donc j'ai 38 ans et j'ai eu le bonheur de faire cette expérience ces dernières années. Tu me dis, je suis un chef qui se connaît mieux. Comment tu as appris à mieux te connaître ? Alors ça, c'est une grande question. Pour se connaître, en fait, donc il faut avoir une capacité de réflexivité. Et donc, c'est quelque chose qui est pas facile à tenir, mais c'est vivre en même temps un quotidien, des réunions, des projets, une activité. Et puis, s'exercer à réfléchir à la façon dont on a eu de mener ces réunions, ces projets, ces business. Et donc, c'est toujours essayer d'écouter cette petite voix qui se regarde faire. Et c'est cette discipline qui est pas facile, parce qu'on est souvent en mode automatique, comme comme le hamster dans sa roue, qui petit à petit m'a amené à discerner ce que j'appelle un peu le métabolisme du dirigeant, c'est-à-dire au-delà des grandes phrases sur les missions de vie, j'ai commencé par ça. Mais bon, d'autres pourraient avoir finalement la même raison de vie que moi, mission de vie qui est de réduire la souffrance. Elle m'est pas finalement très singulière. C'est finalement d'essayer d'arriver à discerner la façon spécifique et singulière que j'ai de prendre l'énergie et de la restituer. Donc de manière concrète, j'ai eu la chance d'être accompagné par une école régénérative nord-américaine, notamment dont la figure est Carol Sanford, qui a pas mal écrit. Et donc j'ai eu une heure où elle m'a permis en fait de faire l'expérience de ce qu'elle appelle l'essence, c'est-à-dire la façon singulière que j'ai d'être au monde. Donc de manière concrète, ça veut dire quoi ? J'ai compris que ce que je savais faire, c'était manifester concrètement le concept. Donc ça peut paraître un peu bizarre, un peu perché, mais en fait c'est très concret. Ça veut dire que la clé de mon leadership, c'est que je prends des concepts comme régénératif, la durabilité, et puis j'arrive à la rendre concret pour les hommes et les femmes qui m'entourent, et c'est une clé de mon leadership. J'ai compris pourquoi j'avais été à une certaine période de ma vie malheureux en Angleterre, parce que je bloquais un peu sur l'anglais, j'arrivais pas à gripper le concept anglais, en faire quelque chose dans la vraie vie. J'ai compris aussi pourquoi j'avais pas beaucoup de plaisir dans les réunions avec des financiers en parlant uniquement de finance, parce que le chiffre en fait me permet pas de faire jouer ce va-et-vient entre le concept et la réalité. Et j'ai compris pourquoi on était devenu une boîte de formation aussi avec AXA Climate, parce qu'en fait à l'origine en 2018 on est un assureur et aujourd'hui une grande partie de notre activité c'est de la formation. Pourquoi ? Parce qu'in fine un des enjeux de mise en mouvement sur le régénératif et la durabilité c'est de rendre tous ces concepts concrets pour les hommes et les femmes, et c'est comme ça qu'on va aider à l'assurabilité, à la prévention des boîtes. Donc arriver à lire son essence, et on a chacune une essence différente, c'est une chance, parce que maintenant en tant que chef, j'aime pas trop cette expression, mais je m'y attache parce que tu me l'as mis dans la bouche. Au quotidien, en fait, je sais là où je vais avoir de la valeur. Je suis pas là pour donner mon opinion sur tous les projets de la boîte. Je suis là pour arriver à prendre quelques décisions importantes pour AXA Climate, régaliennes, gestion des actionnaires, décisions d'investissement importantes. Par contre, 80% de mon temps, je suis là pour faire parler cette essence au service du collectif. Donc plaidoyer, donc aide sur des éléments pédagogiques, donc aide très opérationnelle sur des activités de conseil pour des clients, parce que je sais ce à quoi je prends plaisir et ce à quoi je pense pouvoir contribuer positivement. Ok. Alors, tu as commencé à nous parler un peu de la mission d'AXA Climate et de Butterfly. Est-ce que tu peux, en quelques mots, synthétiser effectivement ce que vous faites et comment t'en es venu à suivre cette mission, justement ?
Hyper intéressant. Donc, AXA Climate, étrange animal. On est 200 personnes qui travaillons actuellement chez AXA Climate. On s'est lancé en 2018. On était à l'époque 3-4, donc on a bien grandi. La mission qu'on s'est fixée dès le début, c'est la mission d'adaptation climatique et environnementale. Donc le message clé, la mission clé, c'est l'adaptation. Et au service de cette adaptation climatique et environnementale, on a accompagné beaucoup d'entreprises et on a maintenant 5 grandes activités chez AXA Climate. On fait de l'assurance climatique, on fait de la formation, du conseil, du logiciel et avec Butterfly, cette école finalement de leadership. Et ce dont témoigne en fait cette diversité d'activités qui est quand même surprenante, hein. On allait vite et on a réussi à développer des business, des activités très différentes. C'est qu'en fait on a appris ce que c'était que l'adaptation en 4 ans. Et on n'a toujours pas terminé à creuser cette notion d'adaptation. On a commencé en 2018 en ayant une vision défensive de l'adaptation, très assureur, on va dire. C'est-à-dire l'adaptation, c'était des risques qui nous tombent dessus, des sécheresses, des montées des eaux. Et donc on s'est dit, en fait, nous, il faut déjà qu'on forme les gens à comprendre les risques climatiques physiques. Et qu'on accompagne les boîtes à se protéger des risques physiques. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte, mais en fait, l'adaptation, elle est beaucoup plus large. En fait, c'est une adaptation systémique des entreprises. C'est une capacité de se remettre en résilience. Et pour une grande boîte, actuellement, où qu'elle soit implantée dans le monde, la condition de résilience, c'est de faire écosystème. Parce qu'il y a, derrière le carbone, il y a 8 autres limites planétaires, parce que la plupart des modèles économiques sont volumiques. En fait, tout ça nous ont amené, quand on en a fait l'apprentissage, à se dire, mais en fait, pour honorer cette mission d'adaptation, nous, AXA Climate, on doit mettre au service d'un modèle d'entreprise différent qu'est le modèle régénératif. Mais pas pour la beauté du régénératif. C'est parce qu'en fait, in fine, si les boîtes ne se remettent pas en condition d'être des systèmes vivants et de se remettre en vie d'une certaine manière, elles ne seront pas résilientes, elles resteront très fragiles parce que très mécaniques. Et donc, la petite courbe à la fin, parce qu'on peut se dire pourquoi on est devenu tout ça 5 ans après le lancement, c'est qu'une entreprise qui est régénérative ou à visée régénérative, est une entreprise plus résiliente. Et donc, demain, on peut l'imaginer dans 5, 10, 15 ans, plus assurable. Et c'est un peu la boucle retour qu'on fait sur notre démarrage par l'assurance. Ok. Vous êtes 200 personnes ? Un bon tiers de scientifiques, c'est hyper important, parce qu'en fait, notre ADN, c'est la science. En fait, c'est ça qui fait le commun. C'est pour ça que je pense, et on pense de plus en plus qu'on sert l'intérêt général. Parce qu'en fait, notre job, c'est de prendre des scientifiques, climat, atmosphère, sol, on a beaucoup d'agronomistes aussi, et de les mettre au service de la compréhension des enjeux pour les boîtes. Donc notre job, c'est par de la formation, par du conseil, par des cartes, de montrer concrètement la réalité du climat, de la biodiversité sur des territoires à 2030-2050. Et donc c'est la science qu'on fait rentrer dans les boîtes en fait. Ok. Ma question sur c'est intéressant de savoir la population qui constitue AXA Climate, mais vous êtes 200 sur je ne sais pas combien de milliers de personnes chez AXA. C'est quoi votre impact sur le groupe AXA et aussi chez vos clients ? Parce que je crois que vous adressez quand même des gros clients. Alors, on est complètement tourné vers l'externe, hein. Ça c'est important. On a lancé des activités qui sont résolument tournées vers les entreprises. Donc, quelques chiffres, hein. On a 6 millions de personnes qui sont formées à la durabilité par nos contenus digitaux en dehors d'AXA. Donc, on accompagne une grande partie des entreprises françaises. Donc, AXA, c'est 0,1% de mes revenus. Le reste d'AXA. Donc, la question que tu poses est la bonne. C'est quel impact on a chez AXA ? En fait, il est indirect. En fait, on n'a pas le mandat chez AXA Climate de provoquer le changement d'AXA et du reste de la maison. Notre enjeu, c'est d'envoyer un signal à l'écosystème des clients d'AXA sur ce régénératif, de manière à améliorer la résilience et de permettre une meilleure assurabilité en retour pour AXA. Et donc, quand on s'est lancé pendant 4 ans, on a été tourné vers l'externe. Et maintenant, de plus en plus, et c'est très chouette, on voit qu'on a des collaborations très organiques avec des entités d'AXA sur des enjeux de culture, de RH, de business, mais que ça vient, mais c'est pas mécanique en fait, c'est organique et ça vient et ça émerge aussi de rencontres avec d'autres dirigeants AXA. Mais notre enjeu est pas le change d'AXA, résolument. Il est vraiment l'action vers la ligne de travail qui est celle des clients et bouger le marché. Et c'est la meilleure manière en retour de faire bouger les assureurs. Ok. Vous êtes lancé en 2018, donc ça fait 6 ans. Dans les accompagnements que vous avez chez vos clients, dans la manière dont vous assurez et accompagnez ces risques, quel est l'impact ? Quelle est la réalité de votre action ? Toi qui disais, tu avais cette capacité à penser des concepts et puis à les amener dans la réalité. C'est quoi la réalité de votre action ? Est-ce que tu as quelques exemples ?
Alors, j'ai des exemples, et puis cette question, elle m'inhibe énormément, parce qu'en fait, je me dis toujours qu'on est nulle part en termes d'impact. Donc, ma première réponse est toujours de dire on n'a rien fait, quoi, vu la taille de l'enjeu. Par contre, in fine, force est de constater qu'on a quand même formé 6 millions de personnes qui ont compris globalement l'enjeu du carbone grâce à nos contenus digitaux, qu'il y a à peu près 100 000 sites dans le monde, donc je parle de parcelles agricoles, de sièges sociaux ou de plantes, ou d'usines, en français, qui comprennent leurs risques climatiques sur des territoires bien précis, et donc ça crée des déclenchements d'adaptation. Et via Butterfly, on a probablement réussi à créer des effets papillons avec des petites épiphanies dans la manière de réfléchir et de penser chez beaucoup de dirigeants, parce qu'on en a formé à peu près 1000 depuis qu'on a lancé Butterfly. Donc, quand tu me parles d'impact, moi je pense à tous ces visages ou ces actifs physiques pour lesquels on a apporté de la science. Concrètement, ça veut dire quoi pour une boîte ? Ça veut dire qu'on a permis, par exemple, à un acteur des petits pois dans le nord de la France de comprendre à quel rythme il devait déplacer ses parcelles agricoles plus au nord pour s'adapter à une sécheresse et une baisse de précipitations. Et puis, de fait, comment il devait distribuer et venir réallouer son outil industriel pour rester proche des parcelles agricoles parce qu'il fait de la conserve. C'est des choses extrêmement concrètes. On a aidé un grand parfumeur à comprendre l'évolution finalement des pratiques d'agriculture liées aux plantes qui donnaient les parfums, et à nourrir des discussions entre ce parfumeur et ses producteurs de plantes, à Grasse en l'occurrence, dans le sud de la France. On a aidé un industriel à comprendre quand il devait sensibiliser le management de son usine dans le sud-ouest asiatique, parce que la trajectoire potentielle des ouragans et des typhons allait se déplacer liée au climat. Donc on a vraiment développé les capacités de compréhension de ces boîtes du risque climatique. Ce qu'on n'a pas encore fait, c'est bouger des business models, bouger significativement des entreprises à visée régénérative. Et ça, c'est vraiment le chapitre 2. Ok. Je te propose qu'on passe au chapitre 2 et que tu nous expliques ce que c'est, j'en parlais en introduction, l'entreprise régénérative. Alors, l'entreprise régénérative, c'est surtout une entreprise qui fait différemment. C'est pas un concept en plus, parce que dès qu'on rajoute un concept, on a un réflexe défensif chez les uns les autres, et qui est légitime, qui est de dire on a déjà beaucoup des concepts, on a déjà beaucoup dans nos boîtes de choses à faire. Si en plus on se rajoute le régénératif à nos enjeux de circularité, de durabilité, on n'y arrivera pas. Et c'est vrai. Donc ce qu'on défend, c'est que le régénératif, c'est une façon de faire différente. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui se regarde et qui opère comme un système vivant. Je vais caricaturer un peu, mais la plupart de nos entreprises étaient construites comme des machines pour optimiser un ou deux indicateurs, pas forcément d'ailleurs que le profit, mais en tout cas il y avait pas, c'était vraiment la plupart de nos entreprises actuelles sont conçues pour maximiser 1, 2, 3 indicateurs, pas plus, et sont pensées donc de fait comme des machines à optimiser. Et le problème, c'est qu'une machine, ça casse, ça se répare, mais ça s'adapte pas. Et quand on voit les enjeux qui nous tombent dessus, en fait, il y a des tels enjeux systémiques que continuer à construire nos entreprises comme des machines ne va pas tenir. Et donc, on en arrive à ce sujet d'adaptation. Et donc, l'entreprise régénérative, c'est une entreprise qui s'inspire des systèmes vivants pour créer de la résilience. Et donc, l'image que j'aime bien prendre, c'est l'image de la forêt. C'est une entreprise qui se dit, si j'étais une forêt, comment je pourrais appliquer des principes probablement un peu différents de mes principes actuels. Un exemple, c'est une forêt, quand on la voit fonctionner, il y a un principe de sous-optimalité qui est clé, qui est orthogonal à toute la façon dont on a été éduqué dans nos boîtes. On est éduqué, on est pressurisé à optimiser. La nature est sous-optimale. Ça effraie, en fait. Mais quand on creuse, pourquoi la nature est sous-optimale ? Parce qu'elle est résiliente et qu'elle fait plein d'autres choses qu'optimiser des variables. L'exemple, c'est la photosynthèse. Quand vous avez une plante qui capte la lumière du soleil et qu'en fait de la matière, la photosynthèse, le taux de rendement est à 1-2%. Si une entreprise humaine avait conçu ce protocole de photosynthèse, on peut bien imaginer qu'il l'aurait mis à 20, 30, 40% de rendement. Mais la nature le fait pas parce que la nature est résiliente et veut s'adapter aux enjeux de lumière, la nuit, le jour, l'hiver et l'été. Et puis surtout, la nature fait autre chose que simplement la photosynthèse. Quand vous prenez une plante, elle sert énormément de bénéfices à son environnement, aux champignons, aux insectes, que simplement avoir un boulot qui est faire de la photosynthèse. Et donc la sous-optimalité appliquée aux nos entreprises, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on ne se réduit pas, nous, à une fiche de poste, à un rôle particulier, qu'une entreprise ne se réduit pas à un KPI,
qu'une entreprise sert son écosystème. Et donc, une entreprise, si elle veut être résiliente, doit créer la sous-optimalité. Et donc, doit pas, par exemple, absolument réduire des gens à une performance individuelle d'un KPI à l'année pour conditionner sa rémunération. Doit pas, à un moment donné, se dire que elle réduit et elle déséquilibre son partage de valeur en fonction d'une partie prenante. Et donc, une forêt, ça porte de la diversité, de la création continue, des principes comme la singularité. Et tout ça, quand tu l'appliques à l'entreprise, ça change tout. Mais on va pas y arriver du jour au lendemain, donc il faut entamer un chemin progressif, c'est sûr. Il y a un principe du vivant que j'ai appris dans Butterfly, en plus de tous ceux que tu viens de citer et qui m'a beaucoup marqué, que j'utilise beaucoup quand je parle à des clients ou à des chefs d'entreprise que je peux rencontrer, c'est le principe de croissance limitée. Et j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec la directrice de la RSE d'un gros cabinet de conseil en hyper-croissance depuis 25 ans et qui me disait que eux, ils justifiaient leur croissance. Enfin, en tout cas, ils sont vraiment convaincus que c'est bien de croître de manière aussi importante pour avoir de l'impact sur le monde, pour créer des emplois, pour augmenter les salaires et le niveau de vie de leurs collaborateurs. Donc vraiment, ils sont foncièrement convaincus que c'est le modèle le plus vertueux pour tout le monde, y compris pour la planète. Et je l'ai un peu challengé. Je lui ai dit, tu vois, moi, je suis en train de suivre en ce moment la formation Butterfly. Et par exemple, j'ai appris cette notion de croissance limitée qui est, nous, en tant qu'humains, on a une croissance limitée. Les arbres ont une croissance limitée. La terre a une croissance limitée. Donc, en quoi votre entreprise, appelons-la Tartampion, serait plus légitime que la terre à avoir une croissance illimitée? Alors, donc c'est valeureux de ta part, et je pense que c'est un questionnement qui a de la valeur. Moi, j'aurais pris le sujet différemment parce que je les côtoie, ces dirigeants. Ouais. Et la manière dont je le prends maintenant, c'est de poser des questions pour échapper, pour le coup, au concept. C'est-à-dire de se dire, en fait, est-ce que ta croissance, est-ce que tu pourrais me parler de la croissance de tes parties prenantes, par exemple? Ce serait la façon dont j'essaierais de l'interroger, de lui dire, mais en fait, tes fournisseurs, comment tu vois qu'ils croient en même temps que toi? Et donc j'aurais essayé de l'amener à dire, mais en fait la croissance de ton entreprise et de ton cabinet, certes, mais comment tu discernes la croissance des gens qui t'entourent et dont tu dépends, sans qui tu ferais pas grand-chose? Je pense qu'elle recrute des gens très diplômés, par exemple en jeunes consultants. Qu'est-ce qu'elle fait pour les écoles qui produisent ces personnes dont elle s'appuie? Donc qu'est-ce qu'elle fait en fait pour faire croître l'écosystème dont elle dépend? Et donc j'aurais essayé de lui poser des questions sur la dépendance de cette croissance et qu'est-ce qu'elle fait pour redonner. Et puis après, je lui aurais posé la question de son impact. Quand elle dit je veux croître parce que j'ai un impact positif, là ça se questionne, c'est passionnant. C'est quoi ton impact? Elle va rester dans le concept d'ailleurs, hein, l'interlocutrice ou l'interlocuteur. Et donc là, il faut creuser et il faut pas lâcher. C'est comme tu as creusé, tu m'as demandé mon impact. Moi, j'ai eu l'humilité de dire que j'étais pas encore sûr d'avoir un impact positif, que je raisonnais plutôt sur quelques indicateurs. Mais donc là, tu me dirais, Antoine, est-ce que tu dois croître de manière illimitée? Je ne pense pas avoir encore bien discerné mon impact pour répondre oui. Et je ne pense pas avoir assez bien redistribué mon profit auprès de mon écosystème pour croître de manière illimitée. Et donc il faut poser des questions et surtout il faut contextualiser. Sinon on reste sur croissance, décroissance, bassine artificielle pour ou contre, mais la réalité c'est qu'en fonction du contexte, la singularité du territoire, du secteur, il faut re-questionner et se reposer une question juste qui est simple, qui est qu'est-ce qu'on a envie de faire croître. Et ce qu'il faut éviter, c'est la croissance comme moto universelle qui s'applique à tout de manière uniforme. Cette espèce de toujours plus qu'on a dans nos boîtes sur tous les sujets. C'est ça qu'il faut aller déconstruire. Je partage complètement ce que tu dis. L'impact que ma question a eu par rapport à la Terre, en fait, ça l'a pour le coup vachement questionné. Top, ok. Parce qu'elle s'est dit, ah ouais... les arbres ne montent pas au ciel, quoi. Les arbres ne montent pas au ciel, ouais. La Terre n'est pas en train de se faire plus grosse que le bœuf. Et en fait, nous, en quoi on est légitime à vouloir croître toujours plus? Voilà. Et derrière, il y a un autre apprentissage que je retiens de Butterfly, c'est il y a 9 principes du vivant, et que ce qui est important, c'est pas de jouer sur un ou un l'après l'autre, c'est d'essayer de les maximiser
maximiser tous, et c'est ça qui est hyper difficile. C'est de jouer avec ou de les articuler plus que de maximiser. Ou de les articuler. Donc, tout à fait. À la fois la croissance limitée, la sous-optimalité, la diversité, la singularité, etc. Et c'est ça qui... Parce que se dire, en fait, j'arrête de croître... Ok, ça c'est super, c'est presque super simple. Mais j'arrête de croître et je mets la sous-optimalité et tu parlais de parties prenantes, etc. Comment on... Et de création continue, là c'est un autre délire, quoi. Merci, parce que c'est vraiment, là pour le coup, merci. L'articulation, elle est clé, t'as raison. Et il y a un autre point aussi, quand elle a réagi sur la Terre. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que la plupart, notamment les cabinets de conseil, en fait, ils ont pas du tout atterri sur la réalité. En fait, c'est du service. Et donc, quand elle te dit c'est cool de croître, en fait, je caricature, mais elle pense qu'à elle. En fait, elle n'intègre que sa boîte. En fait, elle pense pas écosystème. Et donc, l'amener, c'est pour ça que je posais la question de l'impact, l'amener à tirer le fil de l'impact des entreprises qu'elle accompagne, pour comprendre que, in fine, ces entreprises gèrent de la matière, donc se confrontent aux limites planétaires. Enfin, franchement, 99% des cabinets de conseil que je croise, ils n'ont pas tiré ce fil. Et parce qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'en fait, on n'est pas habitué à tirer ces fils. Oui. Alors, on parle d'écosystème. Toi, tu t'appelles Chief Ecosystem Officer. Pourquoi ? Alors, c'est une bonne question. Probablement pour... alors déjà, moi, le job une des valeurs et un des rôles que je prends, au-delà d'essayer de contribuer à développer Accès Climate, c'est d'envoyer des signaux à l'extérieur. Parce que je suis chez AXA, donc je suis entre guillemets au cœur du système, au cœur d'une grande entreprise. Et donc ma vocation, et je le vois vraiment comme ça, mon plaidoyer, c'est d'envoyer le signal d'une position crédible, avec une marque crédible, une entreprise crédible. Et donc quand je mets Chief Ecosystem Officer sur LinkedIn, je pense que ma première intention, c'est de faire réfléchir, tout simplement. Et que les gens se disent, tiens, c'est bizarre. Voilà, et donc ça amène ta question. Donc après, moi, la réponse que je la donne, c'est simplement que je vois vraiment mon rôle de dirigeant comme un rôle de condition indirecte. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, le produit qu'ils doivent développer, etc. Et d'ailleurs, je l'ai pas fait pendant 4 ans. En fait, j'ai créé des conditions indirectes, donc beaucoup de la RH et de la culture, de manière à pouvoir faire émerger des leaders qui ont fait émerger ces business. Et donc, écosystème parce que indirect, en fait. Et on a été habitué à avoir un leadership qui est un leadership direct du problème-solution, avec un grand orchestre, un grand orchestrateur au sommet de l'organigramme qui apporte des solutions au reste et qui sait ce qu'il faut faire. La réalité, c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et la réalité, c'est que mon job est un job de prendre soin des conditions indirectes, comme d'un jardin, pour que les plantes, les sols portent la vie. Et c'est encore une analogie de la forêt, mais appliquée à l'entreprise, ça veut dire pour que les gens puissent être eux-mêmes. Et parce que les gens sont eux-mêmes, parce qu'ils s'épanouissent, parce qu'ils grandissent, en fait, ils font grandir l'écosystème. C'est aussi simple que ça, en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça. Après, ça a des conséquences concrètes dans ma vie de quotidien de dirigeant, mais c'est ça l'écosystème. C'est conditions indirectes et amener les gens à s'épanouir. Et puis après, une fois que tu as créé ce cadre, il n'y a plus qu'à regarder, entre guillemets, les choses se faire et les accompagner. Ok. Ça fait écho, il y a une personne de tes équipes, quand je lui ai dit que j'ai rencontré, puis que je lui ai dit que j'allais t'interviewer, elle m'a dit... c'est intéressant d'interviewer Antoine sur ses pratiques de management, parce qu'une fois, j'étais pas d'accord avec lui, et dans l'exécution d'une idée, et la posture que tu as eue, peut-être tu t'en souviens, je sais pas, ou peut-être que c'est une posture que tu as régulièrement, mais et une posture que tu as eue, c'était pas d'imposer la manière de faire, mais de dire, moi j'ai une intuition, j'ai appris, sûrement dans la démarche de connaissance de toi, à faire confiance à certaines de mes intuitions, et là, j'ai confiance dans cette intuition et je te demande de me suivre dans cette intuition. Après, la manière dont tu vas exécuter cette idée, c'est toi, c'est chez toi et moi, je t'aiderai à le faire. Mais voilà, ce cap, j'ai envie qu'on y aille ensemble. Alors oui, mais en fait, au début, quand tu as commencé la phrase, je me suis dit qu'est-ce que j'ai pu faire de mal parce que c'est mon premier réflexe. Mais globalement, c'est hyper difficile de faire ça. On est tous en mode solution et puis moi, j'adore aider. Donc c'est ça le problème. C'est terrible. C'est les gens on les appelle les do-gooders en régénératif. C'est ceux qui veulent faire du bien et en faisant le bien, en fait, ils font le mal parce qu'en fait, ils imposent une idée de leur bien. Et donc le premier réflexe, il est dur à arrêter. Et ensuite, oui. Je donne mon intuition parce que en fait, mon contexte, c'est que je suis en niveau de conscience élevé par rapport à tous les collaborateurs parce que je suis responsable de l'ensemble de l'écosystème. Donc, parce que niveau de conscience plus élevé, j'assume, parce que je vois un peu tout, j'ai une intuition qu'il faut probablement un peu plus écouter
et sur lequel il faut faire attention. Après, moi, je me souviens toujours d'un collègue, là, Grégoire, qui avait fait une réunion on a une réunion d'1 heure par semaine avec tout le monde. Donc ça demande du temps et c'est très chouette. On appelle ça le together ensemble. Et il avait dit, en fait, quand un CEO parle, il faut jamais prêter attention à ce qu'il exprime dans les mots, dans la solution. Parce qu'un CEO, il va toujours donner une solution à la va-vite qui sera jamais adaptée à la réalité de nos quotidiens. Par contre, il faut toujours se poser la question de ce qu'il y avait derrière cette mauvaise solution. Là, parce qu'il y a souvent une intuition d'un truc qui a bougé, d'un truc à décaler, d'un truc à faire évoluer. Et c'est ça qu'il faut garder d'un CEO. C'est-à-dire, il regarde quelque part, il sait pas du tout ce qu'il faut faire parce qu'il n'est pas dedans. Par contre, il regarde à un endroit parce qu'il a une intuition qui l'amène à regarder souvent aux bons endroits dans l'écosystème. Quand tu mentionnes la manière dont tu peux manager ton équipe, de faire émerger des leaders et où tu dis, moi, je les guide, je crée les conditions pour qu'ensuite les leaders puissent émerger et faire leur job et puis faire évoluer l'entreprise. Est-ce que c'est possible avec toutes sortes de talents ? Je m'explique. Moi, je vis en Bretagne, j'accompagne beaucoup des dirigeants de très petites entreprises, de PME, parfois très opérationnelles, qu'on est loin des sièges sociaux de Paris, etc., avec des gens qui ont un métier aussi parfois très manuel, et où la demande des collaborateurs, c'est d'être guidés ou d'être encadrés, et où là, c'est très difficile de faire émerger des leaders, ou même, c'est pas forcément souhaitable de faire émerger des leaders. Alors, c'est quoi, toi, les conditions ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ces pratiques ? En fait, expliquer... En fait, là où tu as raison, c'est que tu nous ramènes à un contexte singulier qui est celui d'AXA Climate, avec des collaborateurs bien particuliers, on a une sociologie particulière, on est une grande entreprise, etc. Là où je te rejoins, c'est qu'en fait, quand tu es une petite boîte d'artisanat dans le territoire, tu peux pas souvent te payer le luxe de ce positionnement un peu indirect du leader, et en fait, tout est OK. Je pense que ce qui est important, c'est l'intention de développement des gens. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui ont besoin de cadre, mais ça c'est super. Et tu sais quoi ? En fait, ils ont raison d'avoir besoin de cadre parce que le cadre, ça s'appelle apprendre. Et donc l'expertise, c'est génial. Et donc quand tu commences l'ébénisterie, tu as besoin d'avoir un ébéniste qui a un peu d'avance, qui t'apprenne le geste. Et ça, je pense qu'il faut... Moi, j'ai déconstruit un peu l'idée que l'expert était celui qui micromanageait, qui abêtissait. En fait, je pense que celui qui micromanage, c'est plutôt le manager... on va dire du modèle organisationnel bureaucratie. Voilà. Dans une petite boîte, il y a moins de bureaucratie, il y a moins d'entropie. Et ce qui se joue, c'est un contact beaucoup plus connecté, une connexion beaucoup plus à la réalité du client. Et là, ce qui se joue, c'est une transmission d'expertise. Mais il faut s'assurer, même le leader d'une ETI, etc., moi j'en connais aussi beaucoup, c'est qu'en fait, il y a une différence entre un leader qui fait exécuter bêtement et un leader qui transmet une expertise qui va permettre à la personne de grandir dans son métier. Et il y a c'est noir et blanc, hein, souvent en fonction des leaderships. Et ça, c'est des gens très connectés. Simplement, ils ont une envie de développer les gens. Et ça se ressent d'ailleurs. Toi, est-ce qu'il y a une ou deux pratiques que tu appliques en tant que manager que tu as envie de nous partager ? Alors, il y a une pratique qui est intérieure, qui est de commencer une réunion. Tout point de... À chaque fois que je commence une réunion où je rencontre quelqu'un, en fait, je m'oblige à me dire dans la tête, c'est chouette, je vais pouvoir apprendre. Pour aller casser une posture assez habituelle, souvent, qui est de dire j'ai rien à apprendre, ça m'intéresse pas. Et ça, un manager qui commence une réunion avec un collaborateur en considérant qu'il a rien à apprendre, c'est un manager odieux. Quand ça m'arrive, je suis caractériel, je suis colérique, je suis pas sympa, je suis fermé. Donc ma bonne pratique, c'est de me dire en fait, c'est cool, toute rencontre est opportunité d'un apprentissage. Donc ça, c'est un truc hyper clé. Après, ce que je fais, je fais un peu moins là récemment, mais ce que je faisais, c'était que le dimanche soir, quand je préparais mon agenda, en fait, je fais 3 cafés au hasard avec un collaborateur. En fait, pour provoquer des réunions fortuites, inédites, qui vont permettre de faire émerger du nouveau. Parce que le pire pour un dirigeant, c'est de rester en mode automatique et de petit à petit avoir des comportements de cours, d'avoir les mêmes messages, de créer en fait des réflexes où il apprend plus parce qu'il est entouré de personnes qui lui disent la même chose. Et donc aller chercher, on va dire, du fortuit, de l'inédit par des rencontres en fait avec n'importe qui choisi au hasard, ça c'est hyper fort pour travailler sa prise de conscience
et ce qu'il fait. Donc voilà, après moi je vais aller très loin dans la déconstruction, j'ai pas de codir, j'ai pas de comex, j'ai plus de one-to-one. Donc j'ai cassé complètement les logiques de reporting un peu classiques. Et à chaque fois que j'ai une mission ou j'ai un challenge pour la boîte, je fais attention à ne jamais mettre les mêmes personnes autour de la table pour pas recréer un muscle de codir qui crée un muscle de statut, d'ego et donc de fait de cours, et donc ça dérègle la boîte. Donc quand je dois résoudre un problème de locaux, un point de vue stratégique, je choisis des gens et j'agence des gens dont les compétences sont complémentaires mais qui sont à des niveaux différents dans la boîte. Ok. Quel niveau de délégation du coup tu as ? Est-ce que le jour où tu quittes AXA Climate, ça peut arriver ? Est-ce que finalement tout le fonctionnement d'AXA Climate, il est que dans ta tête et c'est toi qui orchestre ou C'est hyper dur. La question elle est hyper dure. Je pense qu'il y a une bonne pratique pour tous les dirigeants qui est pas confortable, mais qui est d'expliciter ce sur quoi ils décident et ce sur quoi ils décident pas. Parce que dans toutes les boîtes, les gens disent empower people. Dans toutes les entreprises, les gens disent il faut que les gens prennent l'initiative. Le problème, c'est quand le dirigeant explique pas sur quoi il décide, tu as un climat d'imprévisibilité, de zone grise qui fait que les gens ont peur. Donc, ce que je conseille et ce que j'ai fait, c'est de clarifier sur quoi je décide. Donc, il y a 5 décisions que je prends qui sont régaliennes et c'est 20% de mon temps. Gestion de l'actionnaire, expansion géographique, investissement. Si je disparais, oui, il y aura un trou il faudra quelqu'un qui prend ce rôle. Bon, ça se trouve sur le marché. Et en fait, ça permet de libérer les prises d'initiative du reste des collaborateurs dans les autres décisions. Et donc, par exemple, là, on devait prendre des décisions sur notre empreinte carbone, sur nos voyages. Oui, j'ai donné un mandat à des gens de prendre des décisions pour tout le monde en veillant, écosystème, au protocole de décision. Vote à la majorité, représentativité des gens de la squad qui allait décider. Donc mon travail, il est plus dans donner un mandat explicite de décision et les aider, les coacher, c'est pas juste débrouillez-vous, mais les coacher sur les modalités de décision collective. Ce que j'appelle un peu l'expérience de rentrer la démocratie dans l'entreprise. Et de plus en plus, on crée des challenges, des modes de décision collectifs. Mais ça s'apprend en fait, c'est une expertise la décision collective, c'est pas juste ah oui t'as ton pion, tu en décides, m'embête pas. Donc c'est exigeant aussi pour le dirigeant parce qu'il doit créer des conditions d'une décision collective et d'une démocratie dans la boîte. Et ça prend des mois, voire des années. Donc oui, il y a un effort de subsidiarité. Et à la question si je disparais, est-ce que la boîte continue ? Probablement pas sous cette forme parce qu'en fait je gère beaucoup AXA et j'ai une fonction, j'ai un rôle qui est clé. Et ça, je pense que notre gouvernance est quand même très AXA, donc ce serait compliqué. Mais sinon, la boîte, elle tourne. Ok. En quoi tout ce que tu viens de nous expliquer dans tes pratiques de management, la gouvernance de AXA Climate, ça s'inspire du régénératif et des principes du vivant ? Alors, c'est une bonne question. En fait, on a déconstruit la culture classique dès le démarrage, sans avoir touché du doigt le régénératif et les principes du vivant. Pendant 3 ans, on a déconstruit et on n'a d'ailleurs pas dit qu'on déconstruisait. On l'a fait. Ça, c'est hyper important. Il ne faut jamais parler de culture sans l'avoir fait. La conceptualisation de la culture régénérative, libérée, etc., il faut qu'elle vienne après. Parce que les collabs, sinon, ils sont paumés. Donc, on a fait pendant 3 ans, on a commencé à mettre des mots. Et là, on s'est dit, mais ce qu'on a fait pour globalement créer des conditions d'épanouissement des collaborateurs dans la boîte, en fait, appliquer à une entreprise, à un territoire, ça donne quoi ? Et c'est là où on s'est lancé dans la compréhension du régénératif. Mais ce régénératif, en fait, il est beaucoup plus large qu'on est venu travailler avec ces principes du vivant. C'est venu éclairer notre chemin de départ, mais c'est pas venu l'initier. Et maintenant, le fait de savoir que c'est ces principes du vivant, on est plus efficace parce qu'on le fait de manière délibérée. Mais c'est venu après, en fait. Ok. Et quels sont les principes du vivant que vous n'avez pas du tout explorés ou peu explorés ou qui sont plus difficiles à explorer pour vous ? La sous-optimalité, c'est vraiment très dur. C'est vraiment hyper dur. La sous-optimalité, c'est-à-dire créer des conditions de résilience. Parce que pour qu'une boîte soit sous-optimale, en fait, elle doit le faire avec ses partenaires, avec son écosystème, avec son territoire. Et nous, à AXA Climate, on est 200, très urbains, à Bonne-Nouvelle, Grand Boulevard, au milieu de Paris. Et donc, notre capacité à atterrir dans des territoires avec nos clients, ça pêche. Mais ça, c'est l'obsession du chapitre 2. Donc, c'est ça qu'on va travailler. C'est se réatterrir dans les territoires. Donc, le principe de sous-optimalité est probablement celui qu'on a eu le plus de mal jusqu'ici à faire vivre en interne. Ok. J'ai 2 dernières questions pour toi, Antoine. Demain, tu dois reprendre une boîte. C'est quoi ton premier réflexe ? C'est une super bonne question parce que j'essaie de me remettre en condition de créer quelque chose chez Climate en ce moment-là maintenant. Donc c'est la question quasiment de ce week-end et de la semaine prochaine pour moi. Ok. Du coup, c'est peut-être un peu tôt, je te la pose. Je pense que ce serait d'écrire et d'expliciter le contexte qui est le mien
et ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire mettre des mots et expliciter, et pas des mots en bullet point ou sur des PowerPoint, mais avec des phrases sujet complément sur un Word. Je commencerai par expliciter et mettre des mots sur ce que mon contexte personnel et ce que j'ai envie d'apporter. Et je commencerai par ça. Et après, je travaillerai en fait. C'est ce que je m'apprête à faire. Je vais lire beaucoup de bouquins, je vais rencontrer beaucoup de gens parce qu'en fait, la capacité à faire naître de la valeur en termes de business vient une capacité à apprendre quelque chose à un moment donné. S'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de valeur. Donc c'est plutôt écrire et me poser la question de ce qui va me permettre d'apprendre. Ok. Le corollaire, c'est aussi aujourd'hui dans la manière dont vous accompagnez les entreprises qui veulent être dans une transformation vers du régénératif, vers plus d'impact positif. Là aussi, c'est quoi la première démarche, le premier pas à mettre en place? Alors, le premier pas, c'est réfléchir à ce que la boîte a bien fait en termes de gestes à un moment donné dans son histoire. Et souvent, c'est le geste originel, la création de la boîte. La plupart des dirigeants que j'accompagne, je les amène à raconter l'historique. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a un type en Ardèche qui a décidé qu'il allait vendre des châtaignes plutôt à des pâtissiers à Paris. Je donne un exemple. Parce que le retour au geste initial, il est hyper important, parce que c'est ce sur quoi il faut s'appuyer pour le futur. Il ne faut pas s'imaginer que l'innovation, c'est des trucs qu'on chope à des consultants et qu'on chope de manière aérienne. En fait, la boîte existe et est singulière, et donc il faut la reconnecter à son geste originel pour y arriver. Et donc c'est cette compréhension fine du geste originel, et ensuite demander à la boîte ce qu'elle fait de bien, et s'accrocher à un projet. Ça peut être un projet produit, territoire, et pas se dire je lance un nouveau projet régénératif, mais se dire comment je peux le faire de manière régénérative, comment je peux faire une politique RH de manière régénérative, comment je peux faire une politique de risque sur un site industriel de manière régénérative. Et donc développer la capacité des gens qui font le projet dans la boîte à le faire de manière différente. En faisant le pari que de ça, il y aura plein d'effets papillons, et petit à petit, la boîte va arriver à faire l'expérience de quelque chose de différent. Ok. Dans les deux exemples que tu viens de donner, que ce soit pour créer un nouveau business ou pour transformer un business existant, finalement, ça passe par écrire, démarrer l'histoire ou revenir à l'histoire, en fait. Hein. Tout à fait. Ce que je retiens, c'est un peu la même démarche. Ouais, exactement. Et ma dernière question, c'est généralement une question que je pose aussi en premier, mais qu'avec toi, j'avais envie de poser à la fin. Dans toute cette saison de chef, je cherche à comprendre comment je peux avoir en tant que chef un impact positif sur le monde. Et derrière ce concept, la grosse question, c'est ça veut dire quoi avoir un impact positif sur le monde? Donc ma question pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Antoine, avoir un impact positif sur le monde? Je pense que quand tu es aligné, quand tu te connais assez, en fait, l'impact positif, il vient du fait que tu te développes et que tu suives ce que tu es, que tu deviennes qui tu es. Donc, je me dis, plus je deviens qui je suis, plus l'effet induit, ce sera d'avoir un impact positif. Et je ne sais pas quel sera cet impact positif. Mais je sais qu'en tout cas, la façon dont j'aurai de sentir que j'y suis, c'est l'alignement, mon alignement et ma capacité à me développer en tant qu'être humain. Donc, Ça viendra. Je suis assez optimiste. Trop bien. Purée, ça fait vachement écho à la mission que j'ai avec Chef et à mon chemin personnel. Donc ça résonne encore de ouf. Cool. Ah d'accord, super, génial. Parce que moi, la mission que je me suis fixée avec Chef, c'est d'accompagner les dirigeants vers plus d'alignement et plus d'impact positif. Ah tu vois, c'est pour ça que tu l'as réservé à la fin, la réunion. Exactement. C'était d'ailleurs, c'est dans 6 mois que tu reprends. Ouais, c'est ça. Ouais. La dernière phrase est la bonne. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de Chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.